Bien. Salut Amina. Bonjour Vincent. Alors aujourd'hui, c'est pas deux psychanalystes dans la ville, encore une fois, c'est un psychanalyste et un médecin généraliste. Amina, le docteur Amina Masboeuf, c'est ma généraliste, on se connaît depuis un certain temps maintenant. Je pense qu'on a créé une relation d'amitié assez Oui. forte. On se voit en dehors, nos familles se connaissent. Et puis, j'avais envie aujourd'hui de te recevoir, de t'entendre, parce qu'on entend beaucoup de choses sur les médecins, notamment la souffrance des médecins. Je ne sais pas si c'est exactement. Moi, je suis un peu profane sur la question. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais j'entends dire, par exemple, qu'il y a un médecin sur deux, ce qui me paraît énorme, qui est Burnout. en burn-out, en Mhm. épuisement professionnel. Et donc, ce qui m'intéressait, moi, ce soir, c'était de comprendre cette situation, plus généralement la situation de la santé en France, et de surtout, à travers des illustrations concrètes, de voir comment, c'est quoi le quotidien d'un médecin marseillais, d'un généraliste, enfin d'une Mhm. généraliste marseillaise aujourd'hui, dans la Alors, ville. j'ai envie de te répondre que il y a autant de quotidiens que de médecins, Oui. puisque ça dépend un petit peu des quartiers dans lesquels on exerce et de Mhm. la spécificité des territoires. Moi, je suis limitrophe de deux quartiers, le sixième et le premier. Mhm. Donc, j'ai une diversité dans la patientèle. J'ai des patients du premier, du troisième, du huitième, du neuvième, de tout niveau social. Mhm. Et j'ai encore des patients qui ont quitté Marseille et pour lesquels je suis encore médecin traitant, qui habitent les Hautes-Alpes, dans le Var, parce qu'on est confronté à la difficulté d'accès aux soins Là-bas, partout. partout. Donc Euh, des Hautes-Alpes, ils viennent te voir? Ils viennent me voir où on fait des téléconsultations D'accord, et à l'occasion, quand ils sont de passage sur Marseille, ils viennent me voir. d'accord. Ça permet aussi ça leur permet d'avoir aussi un accès aux soins, d'avoir Mhm. des consultations. Sinon, c'est extrêmement compliqué pour eux. Mhm. Moi, dans mon activité, donc, je reçois des patients de 0 à 100 ans. J'ai eu deux centenaires, hein. Mhm. C'est que t'es bon médecin. Ben, j'espère. Et en fait, quand on a des médecins, là, par exemple, dans le sixième, on sait qu'on a à peu près 50% des médecins qui ont plus de 60 ans. Donc, Mhm. la plupart vont. Là, chaque année, on voit des médecins partir à la retraite. Mhm. Et donc, Mhm. des patients dans la demande de recherche d'un médecin traitant. Parce qu'il n'y a pas de renouvellement, il n'y a pas de jeunes médecins qui arrivent. Pas suffisamment. Pas suffisamment. Et avec aujourd'hui la politique qui est menée à l'heure actuelle, ça donnera de moins envie aux jeunes de s'installer. Pour quelle raison? C'est quoi cette politique qui est menée et qui donne Alors plus je vais tellement dire, envie? c'est peut-être un mot qui ne plaît pas beaucoup aujourd'hui et qui fait peur, mais c'est une politique d'austérité. Mhm. C'est-à-dire Mhm. qu'aujourd'hui, on est soumis à des contraintes et des injonctions extrêmement violentes Mhm. de l'égard de la politique de santé. C'est-à-dire qu'on voit bien que même cette politique, elle est complètement instable, puisque depuis 2017, on est à 8 ou 9 ministres de la Santé. Ça signe bien qu'il y a une instabilité et un vrai problème de prise courageuse et lucide des problèmes de santé que vive aujourd'hui la France. Mhm. Alors, c'est juste pour te retracer un petit peu l'histoire, mais par exemple, tu vois, en 2022, il y a eu une poignée de médecins, je pense que c'est des lanceurs d'alerte, qui ont créé une association qui s'appelle Médecins pour demain, pour dire stop, stop aux injonctions de la Sécu, hein, de Mhm. l'ARS, de l'État. Et ça a été un mouvement extrêmement mobilisateur parce que c'était une association apolitique et asyndicale qui a vraiment mobilisé et qui a surtout permis une prise de conscience de la souffrance dans laquelle on était. Je crois qu'on était un peu tous dans un état de sidération et Mhm. on avait avancé tête baissée un peu comme si c'était normal ce qui se passait. Et Mhm. on a pris conscience de la violence qu'on exerçait sur nous avec des injonctions essentiellement administratives, hein, puisqu'on est sur une politique comptable. Et C'est quoi ces injonctions? Parce alors, que quand on pose la question, enfin, ou qu'on en discute comme ça avec des gens qui sont profanes, qui ne sont oui. pas médecins, qui ne sont pas dans le milieu médical, Mmh. ils nous disent, ouais, enfin, ça va, un médecin, ils ont la belle vie, quoi. Oui. Ils ont fait des études difficiles, certes, mais enfin, un médecin, ça gagne bien sa vie, c'est un métier plutôt sympa, etc. Or, c'est pas le même discours qu'on a de la part des médecins. Donc, justement, quelles sont ces injonctions? Qu'est-ce Alors, qui par vous exemple, fait, qu'est-ce aujourd'hui, qui vous donne de la peine au quotidien? ce qui nous donne de la peine au Comme- quotidien, c'est d'abord, essentiellement, on est confronté à des situations de patients qui sont de plus en plus lourdes, puisque Hmm.
C'est-à-dire que c'est quand même à l'image d'une société dans laquelle on vit Ouais. et qui est extrêmement éprouvante. Ouais. Donc on voit des patients. Alors, je rajoute une chose, c'est qu'effectivement, d'un secteur à un autre, d'un quartier à un autre, il y a une spécificité de prise en charge. Moi, essentiellement, je vais recevoir des quadragénaires, même si j'ai des patients âgés et je fais des visites encore à domicile, mais je vais avoir des polypathologies de plus en plus complexes, des patients qui vivent de plus en plus longtemps, donc avec des pathologies de plus en plus complexes. On a un accès aux soins, alors que je dis accès aux soins, c'est pouvoir faire hospitaliser son patient, ça devient compliqué, parce qu'il y a des lits qui ferment, parce qu'il y a des médecins hospitaliers en moins. Tu vois, par exemple, sur la période de Noël ou l'été, ça devient extrêmement critique parce que les lits ferment, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les hôpitaux ferment des lits, réunissent deux services parce qu'il y a du personnel en moins. Donc, nous, on est en vraie difficulté pour faire hospitaliser nos patients. Donc, il y a ce stress qui se rajoute. Ensuite, tu as des patients qui sont confrontés aussi à un stress professionnel. Et plus qu'un stress professionnel, on a des burn-out, de l'épuisement professionnel, de la détresse psychique dans des entreprises où il y a des managements toxiques. Donc, c'est comment accéder aussi à une prise en charge et un suivi psychiatrique, alors qu'on sait qu'il y a de moins en moins de psychiatres accessibles. Oui. Ça, c'est sur le plan, au niveau des patients. Sur le plan de la relation qu'on peut avoir avec nos administrateurs, on a des objectifs. Donc, il faut qu'on remplisse des objectifs. C'est les administrateurs, c'est quoi? C'est la Sécu? C'est la Sécu. Ouais. Et Sécu, ARS. D'accord. ARS qui est le bras armé de l'État, quoi. D'accord. Qui, eux, décident... les lignes, les grandes lignes de comment doit se passer, comment doit évoluer la politique de santé, en sachant que c'est vraiment une politique comptable. Mais c'est ça, c'est motivé par l'argent. Essentiellement par l'argent, puisqu'on nous donne des objectifs. Et tu vois, je te disais tout à l'heure, il y a un an, j'étais dans le train, je lisais un article sur Simone Veil, qui est philosophe, et qui parlait de la prolétarisation des métiers. On est en plein dedans. Et donc, je fais référence aussi à Roland Gori, qui a beaucoup écrit sur la question. Mais aujourd'hui, on va nous demander de travailler à la chaîne, donc sans penser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va s'adresser aux patients, non pas comme des sujets, avec leur complexité, leur singularité, mais on va penser en objet. Oui, en termes d'objet, ouais. En objet, et il va falloir remplir des cases. Et donc, il va falloir remplir ce fameux dossier médical partagé pour lequel a été voté le projet de loi de finances de la sécurité sociale, le PLFSS 2026. Et aujourd'hui, concrètement, si on ne remplit pas ce dossier médical partagé, on peut être pénalisé jusqu'à 10 000 euros. Ça, c'est du concret. Voilà, donc si tu veux, on a des objectifs, il faut qu'on remplisse à la fin de l'année des objectifs. Tu me parlais aussi des objectifs, je t'interromps 2 secondes, mais peut-être que tu y arrivais. Tu me parlais aussi des objectifs d'arrêt maladie, de la Sécu, et qui n'étaient pas en corrélation avec les spécificités du territoire. Ouais. Exactement. Ouais. Tu as des médecins qui travaillent, d'ailleurs, qui a des médecins qui ont été déjà mis sous, on appelle ça MSO, mis sur objectif. Mis sous objectif. D'accord. Ça veut dire qu'en fait, c'est la police de la Sécu qui leur impose un seuil au-delà duquel ils sont pénalisés. Et concrètement, ça veut dire qu'il faut qu'ils évitent de faire un nombre d'arrêts maladie, au-delà desquels ils seront pénalisés. C'est-à-dire aujourd'hui, face à un médecin qui travaille dans une cité ouvrière, il sera forcément plus exposé à des patients qui auront des troubles musculo-squelettiques. Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va penser, est-ce que je soigne mon patient ou est-ce que je vais faire très attention de ne pas dépasser mon quota d'arrêt maladie. Et on a le stress de notre métier qui est propre à notre métier, mais on a aussi ce stress j'allais dire technocratique. Orwellien, oui, on peut dire Orwellien. Ouais. Exactement. Parce que concrètement, quand tu dis que tu es surveillé par cette police, c'est-à-dire comment ça se passe? Ils t'envoient un mail, ils te téléphonent, ils t'es convoqué, tu passes devant une commission? Alors, les médecins sont convoqués, ils passent devant une commission. Voilà, où on leur demande de justifier chaque arrêt maladie. Comme un écolier, quoi. Comme un fraudeur. Comme un fraudeur. Et ça t'est arrivé, toi? Non, pas encore. Je croise les doigts. D'accord. Mais si tu veux, le souci, c'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'à un moment,
On essaie de rester de garder notre alignement et de garder une éthique, parce que nous, on est là pour soigner des patients, soigner des sujets, et on doit penser le soin en permanence. Peut-être qu'on prendra un risque, et probablement qu'on prend tous des risques à un moment de se faire taper dessus, mais c'est peut-être aussi, tant pis, j'ai envie de te dire. C'est peut-être le coût, le coût de notre indépendance, le coût de notre liberté aussi. Parce que c'est assez injuste, parce que vous êtes responsable. Si tu refuses un arrêt maladie à quelqu'un qui est en dépression, qui va vraiment très mal et qui tragiquement se suicide ou fait un passage à l'acte, finalement c'est toi qui es responsable. Donc c'est la double peine. Tu ne peux pas l'arrêter, mais en même temps c'est toi qui es responsable. C'est les patients qui ont la double peine, parce qu'ils ne sont pas reconnus de leur... il n'y a pas de reconnaissance de leur pathologie ou de leur maladie. Et en plus, ils n'ont pas d'indemnité journalière, c'est-à-dire qu'on va les forcer à retourner au travail alors qu'ils sont dans une incapacité réelle de retourner au travail. Mais c'est insupportable d'imaginer ça. Alors j'essaie de réfléchir justement à tout concrètement ce qui peut se passer, mais tu vois, ça devient de plus en plus difficile de communiquer lorsqu'on demande une invalidité pour un patient, parce qu'on est convaincu que le patient ne pourra pas reprendre son activité professionnelle. Ça devient difficile d'avoir un interlocuteur à la Sécu, parce qu'il y a de moins en moins de médecins conseils, et c'est dommage. Il y a moins en moins de médecins conseils. Complètement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'était quand même nos partenaires privilégiés. On pouvait discuter de médecin à médecin. Aujourd'hui, il y en a de moins en moins. Donc, toutes ces situations, on est, nous, de plus en plus en difficulté. Là, ce qui va se passer également, pour parler du PLFSS 2026. Qu'est-ce que c'est ça? Alors, c'est le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Donc, je te rappelais qu'on a vraiment une instabilité politique qui reflète l'échec réellement de cette politique, qui aujourd'hui a voté des lois, et notamment, ils veulent, en fait, le but, c'est de supprimer ou de dérembourser toutes les prescriptions faites par les médecins en secteur 3. Les médecins en secteur 3 sont des médecins qui ont décidé de se déconventionner. Donc, ils n'ont plus de convention avec la Sécu, ils se sont affranchis de la sécurité sociale. Pour quelle raison? Peut-être que c'est surtout pour une raison d'indépendance, à mon avis, pour éviter justement les contraintes tarifaires, par exemple. Donc, eux n'ont plus de compte à rendre à la Sécu. C'est ça. Ils n'ont de compte à rendre qu'à leurs patients. D'accord. Voilà. Et c'est déjà pas mal. Et... c'est déjà beaucoup. C'est déjà pas mal. Bien sûr. Et donc, en fait, si tu veux, la décision perverse, c'est de faire en sorte que toutes les prescriptions qui émaneraient d'un médecin de secteur 3 ne soient pas prises en charge par la sécurité sociale. C'est-à-dire que le patient ne sera pas remboursé sur des examens prescrits par un médecin. Par exemple, un IRM ou... un scanner, une prise de sang, etc. Et ça, la mutuelle ne prendrait pas le relais non plus? Je ne sais pas. Ah, tu sais pas. Ce que je sais en tout cas, c'est qu'aujourd'hui, les cotisations de mutuelle augmentent de plus en plus, les franchises également, et que les patients sont en difficulté. Quand tu as un patient qui est à la retraite ou un patient qui est au SMIC... c'est impossible. C'est impossible. C'est tu vois bien que ça devient très difficile pour eux. D'accord. Donc c'est un moyen de pression qui est assez féroce, pour ne pas dire cruel, sur ces médecins déconventionnés. C'est-à-dire qu'ils essayent de faire en sorte qu'ils n'existent plus. C'est une façon de les supprimer. C'est une façon de supprimer. C'est très pervers comme façon de faire. On reproche aussi, par exemple, aux médecins de secteur 2 qui font des dépassements d'honoraires, toujours avec tact et mesure, parce que si tu veux, c'est ce qu'on demande aux médecins, c'est de faire des dépassements avec tact et mesure, en fonction de chaque patient, de la possibilité de chaque patient. Mais derrière cette réalité-là, qu'est-ce qui se passe? Un médecin qui te reçoit dans une clinique et qui doit te faire une coloscopie, par exemple, ce qu'il reçoit comme honoraire, ça ne va pas aller dans sa poche, parce qu'il va devoir payer la clinique, il va devoir payer les locaux et le personnel qui va permettre la réalisation de cette coloscopie. Et c'est comme ça que tu te retrouves avec des médecins en secteur 2 qui n'ont pas été, dont les cotations n'ont pas été réévaluées depuis plus de 15 ans. Voilà. Donc, si tu veux, on est dans une situation où on se sent épuisé, clairement. Je crois que ce qui s'est passé quand il y a eu ce mouvement de MPD, on était... à un moment, cette prise de conscience nous a fait réaliser... la violence qu'on vivait tous les jours, mais dont on ne se rendait pas compte, ce qui était terrible. Mais il y a eu ce mouvement.
Et il y a eu cette mobilisation. Et il y a eu la force de se dire qu'on pouvait y arriver tous ensemble. Et aujourd'hui, ça se répète. Ça se répète avec ce nouveau PLFSS, puisque aussi les spécialistes sont de la partie, puisque de nouveau, ils sont quand même dans la ligne de mire. Et un des moyens de résistance, c'est justement cette mobilisation intersyndicale. Il y a des étudiants, les internes de médecine. Et il y aura une grève qui est prévue du 5 au 15 janvier. Du 5 au 15 janvier, une grève de quoi? Du personnel hospitalier Alors, il y aura des hospitaliers, mais surtout de la médecine libérale. D'accord. La médecine libérale souffre beaucoup aujourd'hui de cette politique de santé. Mais elles sont vraiment efficaces, ces grèves, parce qu'on en entend parler, enfin, on voit souvent dans le service des urgences, enfin, pas souvent, on le voit, enfin, du personnel soignant avec des blouses marquées en grève et qui continuent finalement à soigner. Et on a l'impression finalement que ce n'est pas tellement suivi par la population Est-ce que c'est efficace? La question, c'est ça. Comment on pourrait... La deuxième question, c'est comment on pourrait sensibiliser la population en disant, mais attendez, c'est de votre santé dont il s'agit quand même. Je pense que chaque médecin, déjà à son niveau, doit pouvoir expliquer ce qui se passe à ses patients. Et le patient, qu'est-ce qu'il peut faire, lui? Peut-être se mobiliser avec son médecin, déjà. C'est-à-dire manifester. Manifester. Aussi, tu sais, en tout cas, manifester surtout sa solidarité auprès de son médecin, parce qu'effectivement, il y a les paroles, mais il y a les actes. Et je crois que soutenir son médecin, c'est aussi surtout défendre sa santé, sa propre santé, et garantir sa propre santé. Voilà, je ne sais pas si tu avais d'autres questions à me poser. Non, c'est ça, j'y vois plus clair. Mais vraiment comprendre ton quotidien, c'est-à-dire que les médecins parlent d'épuisement, mais concrètement, à la fin de la journée, vous êtes rincé. Alors moi, la plupart des médecins, on te dit qu'en moyenne, on travaille 50 heures par semaine. Et ça, c'est sans parler des réunions, sans parler des formations. C'est du 70 heures. Et je te dis, c'est une moyenne. Moi, je connais des cardiologues qui sont à 70 heures par semaine. On sait qu'à partir de 45 heures, les risques cardiovasculaires augmentent chez les soignants. On est une population à risque. Mais si tu veux, on a le sentiment d'avoir été chosifié, en fait. C'est-à-dire qu'on est médecin, donc on ne peut pas s'autoriser à être fatigué, épuisé, avoir une famille. Là, tu as 17 médecins qui ont été réquisitionnés sur les Bouches-du-Rhône pour les fêtes de fin d'année, parce que les urgences sont saturées. Donc tu es réquisitionné, tu n'as pas le choix. Voilà, tu n'as pas le choix. Comme à l'armée, comme dans la police. C'est exactement ça. Tu es réquisitionné, même si tu as fait ta journée, tu es réquisitionné le soir pour faire de la permanence de soins. Ouais, ça, sachant que quand moi, je ne savais pas. Que tu reçois, si tu reçois des patients, alors moi, ma façon de résister, c'est de continuer à recevoir mes patients tous les quarts d'heure, prendre le temps de l'écoute, prendre le temps de les regarder, de les voir, de les entendre. C'est ma façon de résister aussi, ce système. Moi, je n'ai pas envie de me retrouver dans ce système que Simone Veil décrit parfaitement. Je n'ai pas envie de me retrouver dans du travail, tu sais, à la chaîne. Oui, tu n'es pas dans un hangar Amazon, quoi. Exactement. Tu es dans un cabinet médical. Et le patient n'est pas un colis. Et je pense qu'on est fait de bois brut, j'ai envie de te dire. Je crois que les soignants sont faits de bois brut. C'est-à-dire qu'on a une capacité d'endurance qui est phénoménale, mais qui nous joue des tours à l'inverse. C'est-à-dire qu'on a une adaptabilité aux événements qui nous joue des tours. Et aujourd'hui, je crois qu'on est arrivé à un seuil où on se dit stop, on ne peut pas porter à bout de bras un système qui, en plus, nous maltraite. Oui, et qui est sans aucune reconnaissance. Et tu as des consoeurs ou des confrères qui sont tombés malades Oui. Et d'ailleurs, c'est extrêmement violent de savoir qu'il y a des médecins qui ont mis la clé sur la porte parce qu'ils étaient en burn-out, parce qu'ils n'en pouvaient plus. Non, moi je sais, je les reçois dans mon cabinet. C'est extrêmement violent. Ça renvoie des choses étonné du nombre de médecins. Très difficiles en fait. Voilà, et est-ce qu'il faut finir sur une note optimiste? J'ai envie de te dire oui. Oui, il faut garder, il faut rester debout en fait. Il faut rester debout, résister à son niveau, soit au niveau collectif avec justement le militantisme,
soit à son niveau par la manière dont on pratique le soin, dont on pense le soin. Je crois que ça, c'est important. Et je crois que ça, les patients le reconnaissent aussi. J'ai un confrère médecin qui comparait notre système de santé au Titanic. C'est un peu triste parce qu'il disait que les capitaines fuyaient le navire. Les musiciens, c'était nous. On continuait à jouer, à jouer de la musique envers et contre tout pour donner du courage à tout le monde. Ceux qui étaient dans les cales étaient perdus. Voilà. Et ceux qui avaient plus de moyens arrivaient à s'en sortir. Et là, si tu veux, le problème, c'est que se profile une médecine à deux vitesses. Et nous, on ne veut pas de ça. On ne veut pas ça. On veut que maintenir un système de soins équitable, vraiment équitable et juste, mais aussi qui reconnaisse les soignants. Bien. Bon. On s'arrête là ? Ok. Merci Amina.